En voie d'industrialisation, il en est à l'ONF comme dans les autres forêts. Hein. L'ONF n'est pas exclu. L'ONF, c'est aussi un établissement public, c'est un peu le bras armé de l'État pour la forêt. Donc dans les années, après le choc pétrolier, quand il a été décidé d'enrésiner, la forêt publique, donc forêt domaniale gérée directement par l'ONF, mais aussi dans les forêts communales, il y a eu de grandes campagnes de plantation résineuse. C'est quelque chose qui a été fait. Les forestiers étaient éduqués à cela aussi. Et c'était pour le bien de la France, donc il fallait planter du résineux, et les forestiers l'ont fait. Alors après l'industrialisation, on la voit surtout sur la forêt résineuse, parce que tout est fait pour. Ça fonctionne bien, c'est des arbres droits, tout fonctionne bien. Il faut savoir que si ça n'existe pas en forêt feuillue complètement, ça existe aussi en partie. Le but depuis très longtemps, c'est de substituer l'homme à l'homme des machines. Et il y a eu déjà des essais d'abatteuses sur des forêts feuillues. Alors des jeunes forêts feuillues, mais l'abatteuse existe, et puis on le voit après pour ce qu'on appelle le bois énergie, le terme est quand même très mauvais, hein, la biomasse. On utilise des machines pour couper du feuillu sans aucun problème. Il n'y a pas beaucoup de limites à utiliser ces systèmes-là pour des forêts feuillues. La limite principale, c'est le prix du produit. C'est-à-dire que quand vous faites des arbres feuillus de grande valeur, eh bien on ne va pas risquer de le mettre entre les pattes de machine et on préfère l'homme. Après, quand on considère que la valeur est faible, eh bien, même si ce bois n'est pas très bien exploité, c'est pas grave vu que c'est considéré pour valeur quasiment nulle. Et donc l'industrialisation existe absolument partout et à l'ONF aussi. Ce qui se passe à l'ONF, c'est qu'il y a... L'ONF est l'établissement qui apporte le plus de bois sur le marché. Voilà. On ne gère pas la majorité des forêts de France, hein, mais malgré tout, c'est nous qui apportons 60% du bois sur le marché. Donc il y a eu pendant longtemps une pression pour qu'on continue à apporter du bois. Et l'autre pression, c'est pour que ce bois-là soit apporté à un tarif acceptable pour la filière. Ce qui place l'ONF dans une situation économique difficile, mais bon, c'est vraiment cette double commande faite à l'ONF qui le place devant la difficulté. Nous, ce que l'on constate, outre la mécanisation, parce que je pense sincèrement qu'on aura du mal à revenir en arrière sur un grand nombre de mécanisations, c'est son ampleur. Aujourd'hui, notre plus grosse inquiétude, c'est la croissance en poids des machines, par exemple. Sur la route, vous avez un code routier qui vous limite le poids des engins. Voilà. En forêt, vous n'avez pas de limitation sur le poids des engins. Alors on a beau dire, on met des pneus plus larges, on met des chenilles, ça réduit la pression. Malgré tout, arrivé à un certain tonnage, l'impact est là. On parlait ce matin d'une abatteuse de 50 tonnes, on a couramment des engins à 35 tonnes qui sont en forêt. Ces engins-là impactent. L'impact sur le sol, bon, on en a beaucoup parlé ce matin, avec tous les dégâts qu'il apporte. Ces engins-là, en plus, ont un autre problème, c'est qu'un engin très lourd, c'est un engin très cher. Ce qui impose à celui qui s'en sert et qui l'achète de tourner beaucoup pour l'amortir. Il a des traites énormes, donc il doit tourner beaucoup avec son engin. Ce qui fait que les débardeurs, principalement, n'ont plus de limite. Il était très facile, il y a quelques années encore, il y a 20 ans de ça, il était encore facile de dire à un débardeur, tu t'arrêtes, le sol ne permet pas que tu passes, et le sol est trop humide, tu t'arrêtes. Actuellement, ça devient de plus en plus difficile. On est obligé de lutter pour que la personne arrête de travailler parce que le sol ne le permet pas. Alors nous, en tant que forestiers de l'ONF, on a des textes qui nous permettent qui sont assez coercitifs et on arrive à faire imposer cela, mais c'est quelque chose qu'un propriétaire privé ne peut pas imposer. Malgré tout, si on limite les forestiers, si on limite ces moyens-là aux forestiers, c'est ce qui est en train de venir, on ne pourra plus avoir
faire respecter des règles minimales de qualité dans les exploitations. Parce que très longtemps, ce qui était vu, c'est par exemple un chemin dégradé, comme on l'a vu tout à l'heure, un chemin, voilà. Mais je dirais que c'est presque un moindre mal. Humainement, c'est néfaste. Mais sur une forêt, c'est un moindre mal. Un chemin, on y a toujours circulé, voilà. Alors que là, c'est vraiment l'impact des engins sur le sol forestier. Et ça, c'est quelque chose dont on n'arrive pas à se débarrasser. Dans une... je ne sais plus de quand date la précédente loi agricole et forestière, on avait fait tout un... au nom du SNUFEN solidaire, on avait fait environ 50 propositions, et entre autres la limitation du tonnage des engins forestiers. Alors évidemment, on sait bien que cette limitation, on ne peut pas dire à partir de demain, on revient à tant de tonnes. Parce que certains ont encore leurs engins, ils doivent travailler avec, et on le comprend, c'est de dire petit à petit, on réduit ce tonnage en disant, dans 5 ans, plus aucun engin de tant de tonnes, vu que 5 ans c'est la durée d'amortissement, et de réduire ce poids que l'on fait subir aux forêts, parce qu'on sent très bien que ça va être néfaste et qu'on va s'en apercevoir à long terme. Autre problème de la mécanisation impose des produits assez normalisés. Et donc, pour répondre aux machines, dans le feu ou dans le résineux, on est obligé de faire une certaine sylviculture qui produit des arbres qui correspondent à l'exploitant. Et là, on a un vrai problème, parce que l'exploitant, ce qu'il veut, c'est du facile. Et de plus en plus, on voit des exploitants qui, sur des chaînes de qualité, vont couper juste une partie, le reste part en bois énergie, le reste voilà, n'est plus utilisé. Donc il y a une perte de matière. Alors la perte de matière, c'est aussi un inconvénient. Quand on dit qu'on veut stocker du carbone, si vous passez le 3/4 du volume en bois énergie, vous ne stockez pas de carbone. Donc, chaque fois que l'industrie avance, ça cantonne le forestier dans une technique qui n'est pas celle qu'il devrait avoir au départ, avec une limitation du nombre d'essences, c'est-à-dire vraiment la forêt doit ressembler à... Même la forêt feuillue doit ressembler à un champ de résineux. Et à l'ONF, on a on va dire, des pressions par rapport à notre financement, entre autres, pour aller vers cela. Et alors dans le Morvan Morvan, il s'est passé dans les forêts publiques ce qui s'est passé dans les forêts privées, c'est-à-dire une demande de résineux. Il faut voir que le Morvan avait été ciblé comme étant une zone où il fallait enrésiner, où c'était faisable, où on pouvait le faire. Et c'est des choses qui se sont faites dans les forêts publiques, quasiment de la même manière que dans les forêts privées, avec des grandes plantations résineuses. Alors, la différence, je dirais, c'est que dans le Morvan, dans les forêts publiques, domaniales ou communales, les citoyens ont leur mot à dire. Et certains l'ont fait, donc ça a obligé l'ONF, par endroit, à revoir ses méthodes et ses pratiques. Mais il y a encore beaucoup de cadres, de directeurs de l'ONF pour qui cela ne pose pas de problème. Pour beaucoup, cette vision d'une forêt morcelée entre les différents usages ne pose pas de problème. Parce qu'on impose à l'ONF d'approvisionner une filière à bas prix. Donc, pour cela, le meilleur moyen, c'est le productivisme. On est garant d'un approvisionnement. Ça, on le voit très rapidement, c'est-à-dire que l'ONF vend du bois tout le temps. Que les cours soient bons ou mauvais, l'ONF vend tout le temps du bois. Par contre, l'ONF est jugé par rapport à ses résultats financiers. Donc ça crée une tension qui a conduit jusqu'à accélérer les coupes. Alors, dans le Morvan, pas plus qu'ailleurs, c'est national. C'est l'État national pour l'ONF, c'est d'accentuer les coupes par endroit, de les accélérer. Et puis l'ONF, qui pourrait avoir ce rôle de médiateur entre des pratiques extrêmes et des pratiques beaucoup plus intéressantes, ne l'applique pas. En tout cas, ne l'applique pas toujours. On pourrait imaginer que pour la forêt,
les forêts domaniales soient un peu une forme de laboratoire pour mieux faire en forêt. Évidemment, c'est les forêts qui appartiennent à l'État. L'État a le temps pour cela, le personnel pour cela, donc on pourrait imaginer cela. Ce n'est pas ce que l'on retrouve. On retrouve les mêmes problématiques en forêt privée, c'est-à-dire qu'il faut produire dans un temps de plus en plus court et donc d'une manière de plus en plus industrielle. J'ai une question. La part ONF forêt privée, est-ce qu'elle est la même que pour le territoire français? Ah non, 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 ici c'est beaucoup plus réduit. Ici, je ne sais même pas si c'est 10% peut-être, dans le Morvan. Avec les forêts communales. Avec les forêts communales, voilà. Avec les forêts gérées par l'ONF, communales et domaniales, on doit être autour de 10%, alors qu'au niveau national, c'est 25%. Voilà, c'est ça. Ah oui. Et, mais il y a de très grandes disparités, hein. C'est plus de 80% en Franche-Comté. Ah oui, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de forêts communales. Oui, oui, moi je disais Il y a, Morvan. il y a beaucoup de disparités. Le Morvan, c'est l'ONF gestionnaire est ultra minoritaire. C'est en grande partie des forêts privées. Là, il arrive aussi un problème, c'est que l'ONF est quasiment le seul acteur de la filière connue. Donc dès qu'il arrive quelque chose en forêt, c'est souvent sur l'ONF que ça tombe, en pensant que c'est une forêt gérée par l'ONF, même quand ce n'est pas le cas. C'est le pendant de la chose. Et tout à l'heure, tu as dit, dans les forêts publiques, les citoyens ont leur mot à dire et ça a amené l'ONF à faire évoluer des choses. Tu as des exemples en tête Juste à côté, ben, je vais laisser... Les citoyens ont leur mot à dire. Je ne suis pas sûre qu'on ait vraiment nos mots à dire, mais enfin, on a pris le droit de les dire. Alors, sur la commune de Carré-les-Tombes, il y a donc une forêt domaniale. Carré-les-Tombes, je ne sais pas si tout le monde sait où c'est. Tout le monde, Elle le saura demain. Vous le saurez demain, voilà, vous y allez demain, c'est ça. Donc c'est dans l'Yonne et au sud de Carré, il y a donc une forêt domaniale de 1234 hectares et des poussières qui s'appelle la forêt au duc parce qu'elle a appartenu à une certaine époque au duc de Bourgogne. Et donc cette forêt bénéficie, comme toutes les forêts domaniales, je pense, d'un plan d'aménagement sur 20 ans qui va donc de 2010 à 2029, là actuellement. Et suite à ce plan d'aménagement, ces dernières années, enfin surtout après 2010, dans les années 2012, 2013, 2014, il y a eu beaucoup de coupes rases pour planter des résineux. Et ben, les habitants de Carré-les-Tombes, quelques habitants de Carré-les-Tombes, plus des environs aussi, hein, ont été un peu choqués de voir toutes ces coupes à blanc, et voilà. Donc, suite à ça, on a créé en 2017 un collectif. Et donc, ce collectif, cette année, s'est transformé qu'on a appelé les Amis de notre forêt au Duc, parce qu'on estimait que c'était un petit peu la nôtre. Et cette année, on a le collectif, on a réussi à avoir quand même à peu près pas loin de 300 adhésions au collectif. Mais un collectif, ça présente un certain nombre d'inconvénients. Point de vue financier, parce qu'on n'a pas droit à un compte en banque. Du point de vue reconnaissance aussi au niveau des instances supérieures, comme le parc du Morvan ou les communautés de communes. Donc cette année, on a fait une association. Alors, mais on a gardé le collectif. Alors, du coup, on a les deux. Et puis, bon, ben, on a quand même essayé de discuter avec les agents de l'ONF, même s'il y a quelques tensions peut-être là-dessus. Et bon, voilà, d'essayer de les convaincre que dans le futur plan d'aménagement, il y a un petit peu moins de coupes rases et moins d'enraisinement, quoi. Il n'y en est plus du tout l'idéal. Et il y a une forêt mélangée. Enfin bon, sur le marché de Carré-les-Tombes, au mois d'août, on avait fait un stand pour se faire connaître et puis pour récupérer des adhérents. Parce qu'un marché, on avait distribué un petit tract pour, moi je peux vous en donner un exemplaire, que j'avais envoyé d'ailleurs aux agents de l'ONF. Hein. Et voilà, où on leur explique que c'est surtout non aux coupes rases, oui à une sylviculture de qualité. On mettait même que le Douglas n'est pas une essence qu'on refuse, mais qu'on veut l'avoir mélangée à d'autres essences, parce que bon, on reconnaît que c'est une essence qui est très bonne pour la construction, enfin pour voilà. Bon, à l'association actuellement on est autour de 70, parce qu'évidemment il y a une cotisation qui avait pas au collectif.
Mais, et du coup ça donne quoi? Pour l'instant, il n'y a pas eu de... Enfin, Le plan d'aménagement actuel, alors toutes les coupes rases qui devaient avoir lieu ont été faites. D'accord. Donc, pour le moment, c'est fini de ce point de vue-là. Alors, bien sûr, bon, on trouve, nous, qui coupent beaucoup. Mais bon, voilà, ça correspond à ce que dit Cyril. Hein. Oui, Voilà. Après, il y a deux choses. Il y a le réel, où il y a eu une accélération des coupes. Alors, Forêt-aux-Ducs, je connais à peine, donc je ne vais pas en parler. Il y a aussi la différence entre le temps des gens et le temps des forêts. Hein. Ça, c'est toujours quelque chose. Un aménagement, même le plus vertueux, il va y avoir des coupes. Et ça choque toujours. Ça, c'est indéniable. Une coupe choque toujours. Surtout quand on est dans des futaies régulières, des choses comme ça. Et ça, c'est aussi quand je dis que les citoyens, désormais, quand un aménagement est fait à l'ONF, les citoyens, il y a une réunion publique, etc. Et bien souvent, dans ces Et réunions... le plan d'aménagement, il est... Parce que le plan d'aménagement pour les forêts qui sont communales, ça passe au conseil municipal. Oui. Mais alors là, ça se passe comment, par exemple, pour un plan d'aménagement pour une forêt comme ça Alors, pour un plan d'aménagement d'une forêt domaniale, il y a une consultation publique, une information publique, et après, c'est signé par le ministre en charge de la forêt au moment où... Voilà, parce que ça varie, les ministres chargés de la forêt, ça peut être agriculture, écologie... Ouais, ça, on a parlé ça, c'est toujours très complexe, mais... Et ce qui s'est longtemps passé, c'est que les plans d'aménagement... on voit leur effet une fois qu'ils sont passés. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le plan d'aménagement, vous voyez un plan d'aménagement sur 20 ans, les gens des fois ne sont même pas au courant, mais une fois qu'il est en cours et qu'il est validé, vous voyez ce qui arrive. Et c'est là quand même qu'il faut dissocier deux choses, c'est-à-dire, je pense, j'en suis et donc je le pense, les forestiers et l'établissement ONF. C'est-à-dire que l'ONF suit une politique forestière nationale et les forestiers sont fonctionnaires de l'ONF, donc font en gros ce qu'on leur demande, mais ne sont pas forcément d'accord avec cette politique nationale. Et c'est là qu'il y a un vrai problème, c'est-à-dire qu'il y a des forestiers qui ont été... Alors certains l'ont fait parce qu'ils pensaient que c'était bien, voilà, mais des forestiers qui peuvent être contraints de suivre une politique nationale. Ce qui est plus en jeu que le plan d'aménagement, parce qu'on peut parler du plan d'aménagement dans une forêt, Forêt-aux-Ducs, plein d'autres forêts, c'est quelle politique forestière nationale. Si vous engagez une politique forestière nationale qui dit, par exemple, qu'à partir de 50, un chêne est à un âge d'être coupé, un Douglas à 40, si la politique nationale dit ça, c'est ce qui va être retranscrit jusque dans l'aménagement. Si vous avez une politique nationale qui dit que l'écologie passe en priorité devant le productivisme, les plans d'aménagement seront faits ainsi. Mais par exemple, un plan d'aménagement, rien n'empêche, imaginons notre proposition de loi passe, on peut dire tous les plans d'aménagement doivent être revus à ce moment-là. Vous pouvez le dire, la complexité, c'est que pour faire un aménagement, pour faire vraiment un aménagement, ça prend du temps. Donc si vous devez aujourd'hui revoir tous les plans d'aménagement faits, même en forêt domaniale, soit ça ne sera pas faisable sur un délai. Par contre, ça serait plus, à mon avis, sur une restriction de surface de coupe rase, par exemple, où là, le plan d'aménagement prévoit par exemple une coupe de 20 hectares, et si vous limitez à 4 hectares, ils seront obligés de le faire en 5 fois. Mais revoir tous les plans d'aménagement, c'est un travail un plan d'aménagement, ça met combien de temps à se faire? 3 ans. Et ça dure 20 ans. Mais le problème du plan d'aménagement qui a été fait sur la Forêt-aux-Ducs, et on nous l'a reproché, c'est que quand ils ont fait des réunions publiques avant, par exemple à Carré-les-Tombes, ils ont eu une personne. Alors bon, alors l'excuse que moi j'ai et puis que quelques autres ont eu, c'est que nous on n'habitait pas là à l'époque et on est venu là après. Bon, alors on nous dit aussi, bon moi je l'ai entendu d'un forestier, ouais, vous êtes parti pendant 40 ans ailleurs et puis maintenant vous revenez et vous voudrez retrouver la forêt que vous aviez connue avant. Alors bon, mais... Non mais le plan d'aménagement, c'est...
je dirais, oui, sur une forêt, on va dire, c'est le plan d'aménagement, mais il n'est issu que d'une politique nationale. Oui, bah c'est ça, oui, C'est- on le connaît bien. C'est comme le plan Et national il est forêt aussi- bois. Voilà. Oui, bah, Quand on était allé voir régional. l'ONF à la Forêt-au-Duc, j'étais à une réunion avec l'ONF, Oui. ils nous ont donné le plan d'aménagement. C'est incompréhensible pour un néophyte. C'est une, Ah ben, c'est une ils nous histoire ont de- donné la carte surtout, hein, c'était la carte. Oui, Oui. Oui, eh ben justement, oui, on a eu une rencontre avec eux pour qu'ils nous expliquent. oui. Oui, parce Mais que- donc on a bien vu que c'est quand même compliqué et qu'on ne peut Oui. pas... Mais en réunion, Non, mais quand ils avaient fait leur réunion, je pense qu'ils avaient expliqué, mais ils bon, expliquent, fallait, hein, voilà, mais fallait si qu'il y on ait du pose monde une aussi. question, voilà, moi je sais que j'ai eu la même chose sur la forêt où je travaille, qui est pleine de la Loire. C'est une forêt de 7600 hectares, c'est une très grosse forêt et elle structure tout le territoire autour. Le jour de la réunion publique, il y avait 14 personnes, 4 maires, 10 chasseurs. Les chasseurs qui voulaient être, donc représentants de la fédération de chasseurs, qui voulaient être sûrs que la chasse ne s'arrêterait pas dans cette forêt, quoi, en gros. Et 0 citoyen. C'était il y a 4 ou 5 ans de ça, donc c'est déjà, voilà. Donc, et ça avait été, c'était passé dans le journal, ça avait été quelque chose de public, hein, c'était pas un musée, on avait réservé la salle, et les gens qui sont venus, qui ont posé des questions, ont eu des réponses. Mais Non, c'est mais vrai que il y a un problème général sur l'information et puis en fait en gros on fait une consultation sur plein de choses, il y a ça, hein, c'est pas que sur les forêts, hein, on fait une Oui, consultation sur la et puis viennent les gens qui viennent, qu'il y ait 0 ou 115 personnes, ça change rien au truc quoi. Donc il y a un truc à réfléchir sur des vraies co-constructions, mais ça c'est pas propre à mais l'ONF. après, voilà, on parlait des mesures qui pourraient permettre. Ouais. Moi, très sincèrement, je pense qu'une mesure qui impacte le matériel utilisé, Ouais, pour moi, ouais, c'est une mesure Déjà. qui peut tout transformer. Oui. Parce qu'on ne pourra pas travailler de la même manière, les gens ne pourront plus travailler de la même manière, ils ne pourront plus s'axer vers la même forêt s'ils ont un matériel qui est limité en tonnage. Pour l'instant, un exploitant, il peut tout faire. C'est-à-dire qu'on a des engins qui lui permettent de tout faire. Ouais. S'il ne le fait pas, c'est parce qu'à un endroit, il a des contraintes. Alors, soit le propriétaire, soit son représentant, pour nous, c'est le représentant. Il peut tout faire. Et les engins ne cessent d'augmenter en puissance et en poids, dans le but de pouvoir tout faire. Alors, pour eux, tout faire, c'est, par exemple, c'est circuler sur le chemin que l'on a vu tout à l'heure, où il y a 70 cm de mou. Les premiers engins de débardage ne le permettaient pas, évidemment. Ils sont subventionnés aussi. Ceux actuellement le permettent. C'est pour ça. Si on limite en tonnage, on ne pourra pas subventionner des engins qui sont au-delà du poids autorisé. C'est ça. Mais si tu réduis la mécanisation, tu as plus d'emplois derrière ou pas? Mais des engins plus... Des engins plus petits, ça sera, je pense, un autre type d'emploi. Parce que ce qui se passe actuellement, c'est des gens qui sont cantonnés à faire du débardage toute l'année. Ils ont des engins qu'ils ne peuvent pas rembourser s'ils ne travaillent que 6 mois par an. Donc ils font que du débardage. Avec les dérives c'est-à-dire que même dans une période où le débardage ne serait pas souhaitable, ils débardent parce qu'ils ne peuvent pas ne pas débarder s'ils veulent payer leurs charges, tout simplement. Charges bancaires, là. Alors que si on arrive à des engins plus légers, moins chers, ça pourra être des polyactifs. Il existe des modèles de polyactifs, par exemple, bûcheron débardeur. Ça existe déjà à certains endroits, mais ce n'est pas faisable si l'engin que paye la personne lui demande de tourner 8-10 heures avec tous les jours. 14 heures. C'est ça le truc. C'est un autre modèle. Parce qu'un bûcheron débardeur, il en existe, moi j'en ai vu dans des forêts, par exemple, il y a le Châtillonnais, juste au-dessus la Haute-Marne, ils ont des grandes forêts en futaie irrégulière, ils ont beaucoup de bûcherons débardeurs. La personne coupe un arbre, le débarde au fur et à mesure, etc. Et ça conduit à toute autre chose. C'est pas... la personne a déjà sa propre contrainte de son propre travail en tant que bûcheron. Il ne peut pas dégrader l'endroit parce que sinon il ne pourra plus travailler lui-même. Ça implique beaucoup plus la personne. Et puis, si on arrête les très gros engins, on ne pourra plus non plus utiliser ces engins qui sortent des cimes complètes pour faire du bois énergie ou des bois qui vont être déchiquetés.
parce qu'ils seront trop lourds, ils ne pourront plus cela fonctionner. Il faudra trouver une autre méthode.